Attention, cette vidéo contient du contenu choquant et terrifiant plus connu sous le nom de spoiler. Si vous n'avez pas vu les œuvres suivantes, merci de passer votre chemin. Ok, bon, Fury Road, c'est super. Mad Max au global, d'ailleurs, c'est un truc de cool kids. Ce que je ne suis sans doute pas parce que je viens de prononcer cette phrase. Mais bon, après tout, ce Mad Max sauce 2015, est-ce que c'est pas juste un aller-retour? Oh ta gueule! Sorti initialement en 1979 de l'esprit de Byron Kennedy et par le frappadingue George Miller, le Mad Max initial est un film qui va redéfinir le cinéma de science-fiction post-apocalyptique à tout jamais. La désormais franchise Mad Max, avec ses 4 films et son spin-off Furiosa, est sans doute l'œuvre la plus marquante de cet amoureux des histoires et du spectacle grandiose. Malgré de solides concurrents comme le funky Happy Feet, regardez Happy Feet, le tonitruant en Bep 2, Ferdinand le canard, témoin de la folie du monde. et le fondamental Sorcière d'Eastwick. Du coup voilà, Mad Max c'est monumental, et c'est donc pour ça qu'on ne va pas en parler aujourd'hui. Enfin si, on va un peu parler du vieux George Miller, mais pas des courses de punk à chien dans le désert nucléaire d'Australie, non. Aujourd'hui, on va braquer les projecteurs sur un film qu'il a sorti de manière plus confidentielle, malgré une diffusion à Cannes en 2022, au moment où on commençait à apercevoir un peu de lumière dans ce tunnel de 3 ans appelé le Covid. On va parler de 3000 ans à t'attendre. Donc, 3000 ans à t'attendre est un film sorti le 24 août 2024 en France, et avant cela, il a eu une diffusion sur La Croisette, réalisé par George Miller, avec la bande originale de Junkie XL. Le directeur de la photographie, c'est John Seal, et avec au casting, le duo dont je ne pensais pas avoir besoin dans ma vie, Tilda Swinton et Idris Elba. Oui, plus de ce duo tous les jours, en fait. 3000 ans à t'attendre est une adaptation libre du recueil de nouvelles The Djinn in the Nightingale Hay de A.S. Byatt. On va suivre dans l'histoire Alietta Bini, littéraire et docteur en sciences des récits. C'est une narratologue désabusée et mélancolique d'une vie qu'elle n'a pas pu continuer à cause d'un événement tragique. C'est lors d'un déplacement professionnel à Istanbul qu'elle met la main sur un Nightingale Hay, un œil de rossignol dans la langue de Céline Dion. Une bouteille qui, dans les croyances locales, renfermerait des djinns. Frottant le récipient pour le nettoyer, Alitea libère un véritable génie qui en était prisonnier. Pour retrouver sa liberté, la créature magique lui offre la possibilité de réaliser 3 vœux. Aladdin, tout ça, vous connaissez. Ayant étudié les maximes morales et les mises en garde de toutes les histoires de vœux, en plus de son refus total de désir matériel, Alitea refuse catégoriquement de formuler le moindre vœu. Notre djinn, quoiqu'un brin saoulé par la situation, commence donc à raconter son histoire au sein de la grande histoire, afin de prouver sa bonne foi. Ah, et ils vont aussi se pécho dans l'espace. Est-ce une vérité ou tout simplement une folie ? 3000 ans à t'attendre, à travers l'échange du djinn et de l'érudite, est une réflexion sur ce que sont les histoires, leur importance pour nous autres, leur évolution, mutation et transmission, mais également comment avec le temps on oublie leur portée, car présentes pour certains depuis si longtemps qu'elles et leur sens finissent par devenir de brumeux souvenirs au sein de nos imaginaires. J'en veux pour exemple le sens du détail porté au titre du film en faisant une brève comparaison entre le titre français et l'original. 3000 ans à t'attendre et 3000 years of longing. Bon, dans l'idée, tout est là. Mais, pour être tatillon, on pourrait dire que longing lorgne plus du côté du désir, de la passion, mais bon, il n'y a pas vraiment son équivalent par chez nous, donc le choix de à t'attendre est parfaitement logique, accentuant le côté romance du film. Ce qui est plus intéressant, c'est le choix d'écrire 3000 en toutes lettres. En effet, l'utilisation des chiffres classiques serait probablement un choix plus impactant de manière visuelle et marketing. Mais ici, le choix des lettres
renvoie au titre de récits anciens, épiques ou bibliques, qui évoquent souvent des durées en toutes lettres, qui confèrent une dimension plus poétique et littéraire. Exemple, les 1001 nuits, que vous avez rarement vu écrit sous forme numéraire, j'imagine, parce que personne ne fait ça. D'ailleurs, ça paraît évident que l'adaptation cinématographique est une sorte de season pass premium de l'orientalisme, d'où la référence aux 1001 nuits. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Alors, comment s'organise le développement de nos deux personnages ? Le film se déroule d'abord dans une chambre d'hôtel d'Istanbul. Pour le personnage Idris Elba, le récit prend la forme d'une plaidoirie où le djinn exprime par l'intermédiaire de 3 flashbacks sa façon d'apprendre, des enseignements, ainsi que les expériences qu'il en tire. Étant un être prisonnier de sa condition depuis bientôt 3000 ans, il va mettre en lumière le fait que bon nombre des événements historiques majeurs dont il a été témoin résultent de conflits d'amants, un brin toxique, que gérer ses traumas ça peut aider à ne pas finir tueur de masse, que peut-être charcuter tout le monde à tour de bras ce n'est pas une solution à long terme, et que le manque d'empathie est mortifère et perpétue l'amorce de catastrophes encore plus grandes. Entre chaque flashback du récit, Alitéa apporte son analyse sur les vies passées du génie par son œil de narratologue. Oui, tiens d'ailleurs, ça fait déjà 2 fois que je sors ce mot. C'est quoi concrètement une narratologue ? La narratologie, ou science des formes narratives, est l'étude des procédés de narration interne au récit. La sémantique, leurs aspects verbaux, ainsi que leur syntaxe, et en poussant encore plus loin, la connaissance de l'origine des figures des récits. Comment elles se sont perpétuées au fil des siècles, bref, tout un programme que je vais sans doute piétiner parce que j'ai pas écrit de thèse sur le sujet, donc vous m'excuserez d'avance. La jeunesse de la discipline peut se trouver bien en arrière dans l'histoire de la Grèce antique, et aussi en Russie, avec des analyses de contes et des folklores de Vladimir Prop. Mais le terme sera évoqué pour la première fois en France dans un des plus vieux ouvrages qui cite le terme narratologie, c'est le livre Grammaire du Décaméron de Todorov Tsevdan, sorti en 1969. Alors d'abord, le Décaméron, c'est quoi ? C'est un recueil d'histoires à influence européenne, écrit par Boccace, un écrivain florentin du XIVe siècle, un livre regroupant 100 histoires. Donc dans son livre, Todorov décortique cet ouvrage, et notre écrivain italien a lui-même indiqué à la fin de son livre qu'il n'a pas inventé ces histoires, mais il les a écrites. Notre effort ici sera d'aboutir à une théorie de la narration, telle qu'elle puisse s'appliquer à chacun de ces domaines. Par conséquent, plutôt que des études littéraires, cet ouvrage relève d'une science qui n'existe pas encore. Disons la narratologie, la science du récit. Et donc en gros, l'idée ici c'est que aujourd'hui, aucune histoire n'est et ne peut être une invention totalement originale. Tout récit renvoie à un récit précédent, ou tout du moins l'évoque. Attention cependant, les écrits ont été pendant longtemps des expériences isolées, ce qui ne veut pas dire que les auteurs ne se perçoivent pas exactement comme œuvrant à l'intérieur d'une matrice. Mais quand bien même, le récit est toujours un écho d'un autre. On entend par là que chacune et chacun écrit et crée en utilisant son propre répertoire, ayant été influencé par d'autres répertoires eux-mêmes référencés. L'originalité d'une histoire ne peut pas consister uniquement dans la simple tentative d'être unique et d'être détaché de tout récit antérieur. Enfin bref, le gars sous-entend par là que le maître mot est l'interprétation et l'appropriation de ce que chacun apporte à un style ou un genre d'histoire par ses influences, ainsi que son style, ses convictions politiques ou autres. De là se crée un tout cohérent, ou non d'ailleurs, amenant les motifs de l'étude des histoires. L'exemple parfait dans le film, c'est la conférence d'Alitéa qui ouvre le film sur sa masterclass où elle illustre son parallèle des dieux grecs et des super-héros de l'univers DC Comics. On y retourne et on recommence. Pourquoi ? Henry James, dans son article The Art of Fiction, en 1884, déclarait « Qu'est-ce qu'un personnage, sinon la détermination de l'action ? Qu'est-ce que l'action, sinon l'illustration du personnage ? Qu'est-ce qu'un tableau ou un roman qui n'est pas une description de caractère ? Quoi d'autre y cherchons-nous ? Y trouvons-nous ? » En somme, une histoire, c'est une relation de symbiose entre un protagoniste et des situations qui se créent un bac à sable d'idées et de motifs communs qu'on structure à nos envies. Enfin ça, c'est la vision de base, très braquée sur la littérature, mais elle s'applique également dans le cinéma, par exemple, où la plus grande partie de la narration est visuelle, le fameux « show, don't tell ». Et dans le jeu vidéo, on parle de narration vidéoludique qui implique qu'une partie de la sémantique du jeu passe par son gameplay, qui, sur ce médium, peut être amené à nous faire créer nous-mêmes un véritable narratif. Médium qui a son modèle narratif en constante évolution, encore aujourd'hui, contrairement au cinéma qu'il a tenté d'épouser de plus en plus, parce que jouer, c'est un moment intuitif qui peut pousser à l'immersion, au choix, ce qui permet de mettre en avant d'autres narratifs. Je pense à des jeux comme Undertale, ou aux fameux grands open world où tu poses des RTT pour les finir, ou bien sûr les jeux à expérience cinéma à la Neil Druckmann, Last of Us et compagnie, bref, un tout autre sujet. Alors, fin de parenthèse, revenons donc sur Alitéa. Alitéa, elle se permet de juger un être millénaire au calme, lui disant que, bon, elle n'est pas trop convaincue, avec tout son mépris, ses diplômes et la compréhension humaine qu'elle pense avoir acquise et maîtrise,
C'est un personnage qui vit en autosuffisance et en repli absolu sur elle-même après les traumatismes qu'elle a traversés. La rencontre avec ce génie, qui par son essence magique s'apparente à une fable personnifiée, va créer un rapprochement entre nos deux personnages. Et au fur et à mesure, une complicité charnelle va les étreindre, amenant Alitéa à formuler le vœu de rester ensemble pour toujours. Ce qui nous amène à notre troisième acte terre à terre, au revoir les mystiques bibliques, ciao les effets antédiluviens, bonjour l'ex-capitale du Commonwealth, Londinium, Londres. Alitéa et le djinn vivent leur idylle romantique en plein Londres. Mais le fond du tableau est obscurci par l'incapacité de la créature magique à exister dans un monde hyper connecté, dénué de tout émerveillement. Le film prend donc sa tournure la plus dramatique, sous couvert d'aborder la discrimination et la xénophobie. La culture britannique vous embarrasserait-elle, docteur? Non, non, je suis beaucoup plus embarrassée par les personnes qui sont effrayées par tout ce qui est différent. Ce dernier tiers met l'emphase sur l'oubli, la perte de sens et la mémoire. Le génie est, comme je le disais, une histoire personnifiée, un infini de possibilités, qui n'existe plus ou peu dans la réalité d'Alitéa, ou dans l'hyperconnectivité et le surdivertissement. Car tout n'est que passager et perd sens. Le génie finira même ironiquement à la cave, se changeant littéralement en poussière, comme un vieux livre de contes laissé là, parce que c'était sympa avant, et que bon, Michel, il va falloir processer que tes films des années 80, ils ont plus de 40 ans, et qu'il va falloir lâcher la grappe à des gosses de 16 ans qui les ont pas vus, bordel, ils ont d'autres trucs à faire, et que franchement, si on avait autre chose que des remakes nazes et des legacy sequels, peut-être qu'un jour, ils s'intéresseraient à tout ça, et que... pardon. Bref, choix amer pour l'être magique et sa bien-aimée, qui choisissent d'accepter que leur histoire est une fiction qui ne peut pas exister en adéquation avec la réalité contemporaine de la doctorante, se laissant néanmoins régulièrement, au détour d'une journée ensoleillée, de nouveau rêver à la romance qui aurait pu être la leur. Un doux rêve, une histoire qui n'appartient qu'à eux. Une histoire qui parle des histoires, sans utiliser le sacro-saint et usé jusqu'à l'os méta, et maladroitement utilisé sur grand écran aujourd'hui. Alors pause 2 secondes pour faire un aparté méta. Moi mon point culminant de la débilité, c'est Deadpool et Wolverine qui s'élancent et qui sautent en dropkick les portes du sas du méta pour entrer dans l'espace, métabruti. Le truc c'est que le méta c'est une impasse. Ok, on commande des fun facts de tournage, tel acteur ceci, tel studio cela, il a fait machin, haha, trop marrant. Mais pour avoir des histoires à commenter, il en faut des nouvelles qui croient en leur propre narratif. Parce qu'au bout d'un moment, quand tout est méta, bah y a plus rien qui l'est. Yeah, about that, it's true. Et vraiment, si un grand nombre de personnes n'en peuvent plus des films de super-héros, et ok, les goûts et les couleurs ça se discute pendant que chacun voit midi à sa porte, certes, les gars, c'est giga nul. Et ça, c'est pas trop le cas du livre, car si on en arrive au même point finalement, c'est en fait une toute petite nouvelle qui est adaptée ici en film. A.S. Byatt, romancière et nouvelliste britannique, s'est éteinte à 87 ans en 2023. Laissant derrière elle une œuvre mêlant les mythes, histoire et fiction, son roman le plus célèbre est Possession, récompensé par le Booker Prize en 1990, une œuvre qui se distingue par une exploration brillante de la littérature victorienne. D'ailleurs, il a été adapté en film en 2002 avec Gwyneth Paltrow dans le rôle principal. Elle a été profondément marquée par la perte tragique de son fils. Et Byatt a souvent abordé le thème du deuil dans ses récits, tout en nourrissant son écriture de la passion pour les arts visuels. Le recueil de nouvelles The Djinn in the Nightingale High trouve dans ses dernières pages la nouvelle qui nous intéresse. Si basiquement, l'adaptation faite en film suit les rails donnés par l'écrit, on y trouve quelques changements, notamment sur le nom de notre protagoniste, qui ici s'appelle Gillian Perrault, et non Alitéa Bini, Alitéa faisant sans doute référence au nom grec Aletheia, la vérité. Dans la nouvelle, la question du féminin et de sa représentation est beaucoup plus centrale. Là où dans le long métrage, la masterclass donnée par le personnage de Tilda Swinton aborde la représentation du mythe des super-héros modernes, dans le livre, elle porte le nom de Histoire de vie de femme. Des Mille et une nuits, et donc de la condition de Scheherazade, de Fanny Price, de Mary Malone, alias Typhoid Mary, et de la patiente Griselda, un vieux récit médiéval parlant d'un type qui dit à sa meuf « Allez viens, on se marie, la seule condition c'est que tu fais juste tout ce que je veux sans poser de questions. » Et puis il kidnappe les enfants, dit qu'ils sont morts, puis finalement quand ils sont majeurs, il revient la voir et lui dit « Haha, trop drôle, regarde, je t'avais dit de me faire confiance, ils sont pas morts !» C'est un récit assez trashouille, alors au-delà que le salaud là, Walter, de son petit nom, fait à Griselda, Moyen-Âge je vous ai dit, Griselda, hein. Bref, elle est privée de libre arbitre, et lui il est héros, méchant, destin, et en plus narrateur de l'histoire, du coup c'est une histoire sans enjeu. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on met au même niveau Fanny Price, un personnage de fiction de Jane Austen dans son roman Mansfield Park, Griselda et Mary Malone, une personne bien réelle, figure centrale d'une succession d'infections à la fièvre typhoïde dont elle était une porteuse saine. Plus victime de sa conviction que réelle coupable,
on constate qu'elle en devient un personnage de fiction de manière posthume. Et ça, dans notre rapport au monde, c'est super important de s'en rendre compte. C'est valable pour tout, de comment on fait l'histoire d'un pays, un roman national, comment une figure historique devient plus un mythe qu'une personne ayant eu un réel vécu, de votre anecdote de vacances sympa, mais pas si ouf, que vous étiez pas totalement au centre de l'intrigue, mais vous finissez par vous donner le beau rôle. Bref, chaque vécu a pour vocation, au moment où on le raconte, de devenir une histoire. Des histoires qu'on choisit de croire, ou de leur apporter du crédit. La dernière différence majeure entre le livre et le film est une quatrième histoire. Une deuxième conférence, mentionnée dans le film ceci dit, mais qu'on ne voit pas à l'écran. Une histoire supplémentaire racontée par Gillian Alitea, histoire qui est sabotée par le génie, la réécrivant pendant que notre narratologue la raconte à son audience, lui insufflant qu'il est temps qu'elle fasse son troisième vœu pour le libérer et faire avancer leur histoire commune comme individuelle. Maintenant qu'on a fait le tour de l'histoire, lors des premières bandes annonces du film, il y a quelque chose qui m'avait un peu inquiété. Je vous l'avais dit plus tôt, quid de l'orientalisme dans les visuels. Alors, bien évidemment, il y a le harem, par exemple, qui renvoie au fantasme sexuel attribué à l'Orient, et ça, c'est quelque chose de déjà présent dans le livre de Bayat. Et pour le point définition, l'orientalisme, c'est quelque chose d'assez complexe à expliquer. Il s'agit de la source d'une mouvance artistique qui synthétise principalement les fantasmes culturels, politiques et coloniaux, produits et entretenus par l'Occident afin de représenter le Moyen-Orient, par exemple, ou même les pays d'Asie à travers l'Orient mystérieux. Quelque chose de concret, on le citait plus tôt, les Mille et une nuits, et pour des exemples criants, certains jeux vidéo, Prince of Persia qui fait un bon amalgame entre les Perses et d'autres cultures comme l'Iran, ou encore les premiers Assassin's Creed ou le premier Indiana Jones, voire son second volet qui participe avec tout le référentiel à créer des imaginaires populaires semblables à ceci. Eu égard au rôle historique de la France dans la fabrique de l'orientalisme, il n'est pas très étonnant de retrouver des studios français à l'avant-garde des représentations orientalistes, comme Silmaris avec Arabian Nights ou Ubisoft avec le reboot du Prince of Persia original. Certains pourraient donc y voir une forme d'orientalisme. Alors oui, on y retrouve bien évidemment des images et des thèmes qui renvoient à une vision exotisée de l'Orient, mais je trouve sincèrement que le film joue habilement avec nos attentes de représentation. Par exemple, le djinn est plus complexe que les autres figures qu'on a pu déjà apercevoir. Il entretient une relation qui peut remettre en question nos fantasmes et clichés liés au folklore de l'Orient sur grand écran. Et donc en somme, deux médiums, deux époques, deux conclusions, amenant quand même au même point, l'importance des histoires. En gros, si c'est pas déjà fait, voyez 3000 ans à t'attendre. C'est rempli de belles idées, c'est porté par un duo grandiose, oui je sais, je l'ai déjà dit, et c'est une jolie emphase sur l'art de conter. C'est porté par un des réalisateurs les plus intéressants de sa génération, mais ça n'a malheureusement pas rencontré le succès escompté en salle, et ça n'a pas réussi à devenir un Mad Max Fury Road. Et personnellement, des films comme ça, j'en redemande. Une grande créativité au service d'une histoire simple mais forte, un petit bijou qui mérite d'être connu. Ah oui, et vous vous rappelez quand j'ai dit qu'on n'allait pas parler de Mad Max et de George Miller? Oui, j'ai menti. Si on peut trouver que 3000 ans à t'attendre, c'est une sortie de route au sein d'une filmo composée comme celle de Miller, bah c'est finalement plutôt une sorte de gigadrift parfaitement contrôlé. Plutôt, j'ai abordé la notion qu'on oublie le sens des récits et la force qu'ils peuvent avoir, car certains récits dépassent la fiction par une force d'évocation, ils influent sur le réel et forgent mes dogmes et principes. Et bah ça, justement, c'est quelque chose qui revient souvent dans le cinéma de Miller. Comment les récits et leurs orateurs permettent d'asseoir une domination. Des sorcières d'Eastwick et de son diable charismatique porté par Jack Nicholson, des manchots d'Happy Feet et de leur gourou Lovelace et Sven, l'oiseau se créant une backstory au niveau d'une geste ou d'un Edda, qui ironiquement résonne avec l'Odin post-apocalyptique que sera Immortan Joe dans Fury Road, c'est quelque chose qui imprègne ses idées. Les histoires peuvent être des armes, et tout repose sur une balance de dualité dans le rapport entre le narrateur et son public. Genre, imaginez qu'un mec récupère tout un électorat de gamers depuis des années en faisant son storytelling sur le mythe du self-made man et qu'il est trop fort à des jeux vidéo, alors qu'en plus d'être foncièrement nul à ces derniers, eh ben, il est foncièrement stupide. Ce serait fou, hein. Et c'est synthétisé au mieux dans l'univers de Mad Max parce que ça va même plus loin. Pour exister dans cet outback australien irradié, il faut être un mythe ou en faire partie. Les autres survivent juste. Je trouve que, à titre perso, Max, même si c'est un gars qui vit ses aventures post-apo, bah ça pourrait être un autre type qui a buté le précédent et pris ses atours et vit à travers sa légende. Et je pense que ça ne choquerait personne. Et cette force mythologique, c'est une chose qu'il approfondira avec son dernier film en date, Furiosa,
spin-off de Fury Road, se déroulant avant les événements de ce dernier et se concentrant sur l'ascension de l'Imperator éponyme au film. Et oui, donc c'est pas un pause toujours sur Mad Max. En fait, si vous n'avez pas vu Fury Road, trop bien, vous avez un des tout meilleurs films de la décennie précédente à découvrir, donc allez-y. Mais en fait, tout ça, ça nous arrange bien, parce que Furiosa est plus intéressant à percevoir comme la continuité de 3000 ans à t'attendre que comme un simple préquel de Fury Road. Là où l'histoire d'Alitea et du Djinn est une emphase des contes et des histoires, Furiosa embrasse l'émergence des mythes et des figures déifiques, dans une traversée du désert où elle forme sa jeunesse, Iliade, Odyssée, Ramanaya ou que sais-je. Le tout en laissant le flou sur la véracité de son parcours en fonction de qui narrera son histoire. Une petite obsession thématique qui a l'air de bien traîner dans la tête du réalisateur. Et donc voilà, les histoires sont des réalités vivantes, nos mythes modernes dans lesquels reste un legs qu'on transmet et que nous réadaptons à notre tour afin de comprendre le moderne. Tout est dit, et l'on vient trop tard, depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé. L'on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes. Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments. C'est une trop grande entreprise.